Freud a essayé de localiser le traumatisme psychique à l'origine de la névrose hystérique et l'envisageait comme une scène de séduction vécue sur une modalité passive. N'est-ce pas ces premières expériences d'un nourrissage excessif qui agissent comme un traumatisme, comme une effraction? Cette pénétration du téton maternel ou de son substitut dans la bouche du nourrisson et le trop-plein de lait associé, entraînant la réaction de dégoût chez l'être alors dans un état de dépendance à l'autre, pourrait déterminer chez ce dernier un complexe où se mêlent à la fois la passivité, les sensations voluptueuses de la sexualité orale et les réactions de dégoût. La prime de plaisir qui s'étaye sur la pulsion d'autoconservation laisserait ainsi des traces mnésiques profondément enracinées, liant la sexualité aux sensations de dégoût, d'écœurement et à la réaction physiologique du vomissement. On peut envisager le traumatisme sous deux angles. Tantôt comme un nourrissage excessif, tantôt comme une répétition abusive du nourrissage, du fait de l'interprétation quasiment exclusive des cris du bébé dans le sens d'une demande de nourriture. Les deux modalités de traumatisme n'engendrent pas moins le même résultat, celui d'un trop-plein de lait saturant l'estomac et provoquant un sentiment d'écœurement et de dégoût, pouvant ainsi fixer de manière durable le plaisir de la zone érogène orale pris lors de la tétée aux réactions physiologiques du dégoût qui lui succède. Freud a très bien montré, dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle, notamment, comment la sexualité de l'adulte se constituait par l'intrication des différentes pulsions, et notamment la pulsion orale que l'on retrouve ultérieurement dans l'acte d'embrasser son partenaire, par exemple. Du téton au pénis, il n'y a qu'un pas à franchir dans cette équivalence symbolique dont parle Lacan, par exemple avec le nipple, dans son séminaire sur la relation d'objet. J'ai relevé 2 phrases à ce sujet, une dans le séminaire de la relation d'objet, donc je cite Lacan, « Le pénis peut à un moment donné situer son objet dans la lignée et à la place de cet objet qu'est le sein ou la tétine. » Et on retrouve aussi cette équivalence chez Mélanie Klein, dans les essais de psychanalyse, je la cite, « Dans le cas de Léonard, une identification s'établit entre le mamelon, le pénis et la queue de l'oiseau. » Selon une loi inhérente aux propriétés du traumatisme psychique et à celle de l'inconscient, la répétition de l'investissement des traces mnésiques pourrait ainsi se laisser apercevoir dans les manifestations pathologiques de dégoût que peut présenter l'hystérique. Selon des déplacements symboliques, le dégoût pourra tantôt viser des parties du corps, la nourriture, l'alcool et bien sûr l'acte sexuel de manière générale. De même, les douleurs gastriques peuvent aussi trouver une explication plus rationnelle. L'aura hystérique qui tend à se propager du ventre à la gorge avec ses sensations de strangulation pourrait alors correspondre à la réactivation de ces traces mnésiques instaurées dans les premiers temps de la vie. Ce traumatisme psychique pourrait également avoir pour résultat de fixer l'être dans une demande insatiable envers l'autre. Les interprétations maternelles des manifestations du nourrisson dans le sens pratiquement exclusif d'une demande de nourrissage pourraient contribuer à figer la demande de l'hystérique dans une modalité d'insatisfaction permanente où l'amour est envisagé comme une incorporation. En effet, le fait que le nourrisson régurgite le lait dont il vient d'être nourri peut provoquer une perturbation du sentiment de satiété. De même, le nourrisson ne possédant pas encore la possibilité de s'exprimer par le langage, l'expression corporelle, notamment à travers les symptômes de conversions hystériques, pourrait ainsi devenir la modalité d'expression privilégiée de la souffrance psychique. La possibilité du refoulement du plaisir oral et de son transformation en déplaisir
pourrait ainsi provenir de la connexion intime entre le plaisir pris lors de l'ATT et le dégoût qui s'ensuit du fait du trop-plein de lait ingurgité. On peut donc se demander si ce traumatisme du nourrissage excessif n'est pas en partie constitutif du rapport ambivalent de l'hystérique vis-à-vis de la sexualité, mêlant une demande d'amour insatiable à des réactions pathologiques de dégoût. Mais laissons de côté cette hypothèse théorico-clinique qui mérite encore d'être travaillée pour ouvrir les portes de ce 16e colloque du RPH, pendant lequel nous tenterons, en nous inspirant de cas cliniques d'hier à aujourd'hui, d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il en est de cette pathologie psychique sans laquelle la psychanalyse n'existerait peut-être pas aujourd'hui, l'hystérie. Je vous remercie. Donc je donne la parole à Sarah Buguet qui sera notre modératrice toute la journée, qui remplace Rami Selinger qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Voilà Sarah. Bonjour, merci pour cette ouverture sur la naissance de la psychanalyse qui prend son origine dans un lien étroit avec l'hystérie et pour l'hypothèse que vous partagez aujourd'hui avec nous. Je vais donner la parole à Jean-Michel Hirt, psychanalyste et enseignant à l'université. Merci pour votre invitation.